Moi, je m'appelle Richard Ntaka Bosingue. J'ai commencé ma carrière ici en République démocratique du Congo. Sur le plan académique, je suis porteur d'une licence en développement international. Je travaille dans le système des Nations Unies, en Rome, en Italie, en France et en Angleterre. Actuellement, je suis basé en Angleterre, où je travaille dans une institution britannique. Mais régulièrement, je viens au pays, où je suis très engagé dans le développement de mon pays, parce que même si on est en droit de frontière nationale, mais chacun de nous, on est très branché à la situation sociale et économique dans notre pays. Sur le plan politique, je suis vice-représentant du MLC en Grande-Bretagne, où pendant plus de 23 ans, nous conduisons la politique extérieure du MLC au niveau de Londres, particulièrement de l'Europe, et au niveau international. Et en dehors de mon expérience et mon engagement politique, sur le plan académique, je suis promoteur d'une université. C'est depuis 2012. C'est depuis 2012 que moi personnellement, j'étais affecté, attiré par le taux de désertion des étudiants, des enfants qui terminent les études humanitaires, mais auxquels les parents n'ont pas le moyen de le faire étudier au niveau supérieur. Moi-même qui vous parle, je suis le fils d'un enseignant et je suis enseignant moi-même. Alors j'avais pris toutes les dispositions pour créer une institution universitaire à caractère charitable, qu'on appelle Université King London. 5 facultés, il y a la faculté de droit, il y a la faculté de l'économie, il y a la pétrochimie, l'informatique, et nous avons sciences politiques et administratives. Voilà, je crois, moi personnellement, je suis toujours attaché à la transmission de la connaissance, parce que ce qui fait développer un pays, ce qui fait développer une nation, c'est lorsque les gens acquièrent des notions, des connaissances nécessaires pour transformer la société. C'est comme on dit toujours, même dans la Bible, on dit remplissez la terre, mais assujettissez la terre. C'est-à-dire qu'il faut modifier, il faut changer. Il est vrai, nous vivons dans un contexte de pauvreté, de misère, mais lorsque les gens accèdent à un certain niveau de connaissances, un certain niveau d'information, ça leur permettra de transformer même les conditions de pauvreté, de chômage que nous avons au travers la transmission de la connaissance. C'est la raison pour laquelle, en 2012, je suis promoteur d'une université. Au-delà de l'aspect académique, j'ai une ONG qui a appelé Initiative de Richard Ntaka, où j'aide personnellement les jeunes qui n'ont pas une certaine formation, les encadrer par les activités, les formations professionnelles. Et nous sommes basés dans la commune de Kassavou. Donc, tout en étant à l'étranger, bien sûr, moi je suis un pied dedans, un pied dehors. Je suis plus au pays, dans mon pays, le Congo, où j'ai, comme je l'ai dit, différentes activités, différentes initiatives et que j'ai lancées personnellement ici au niveau de la RDC. Je suis parent, j'ai des enfants, je suis marié, j'ai des enfants, donc j'ai une vie assez équilibrée et modérée. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à mon background et mon cursus et surtout mon expérience, que ce soit politique, académique, scientifique et sociale. Oh oui, il est vrai que je suis candidat député national dans la circonscription électorale de la Funa. La Funa qui est l'un des districts de la ville-province de Kinshasa. Et les difficultés auxquelles nous pouvons énumérer, ce sont des difficultés qui sont à la fois générales au niveau de la République démocratique du Congo, générales au niveau de la ville-province de Kinshasa et aussi particulièrement dans la circonscription à laquelle je suis candidat. Le premier élément que je peux évoquer, c'est la pauvreté. La pauvreté qui est l'un des freins criants de développement ici en RDC. Parce que selon les statistiques de toutes les institutions internationales et financières, ça démontre un taux élevé de pauvreté en République démocratique du Congo. Il est vrai que quelques efforts sont en train de se faire, mais c'est un peu lent, c'est un peu progressif. Mais le taux de pauvreté est assez criant, élevé en République démocratique du Congo en général et à Kinshasa, et particulièrement dans la circonscription de la Fula, à laquelle je suis candidat. Mais l'élément le plus important que je peux relever ici,
c'est le taux de chômage. J'ai eu à parcourir les 7 communes de la Funa. J'étais à Kassavo, Bandala, Selemba, Ongiringiri, Makala, Bumbu. Il y a un taux élevé, il y a une forte démographie dans ces coins, ces 7 communes de la Funa, mais avec un niveau de pauvreté assez criant. Assez criant. Et le chômage touche presque 90% de jeunes. 90% de jeunes qui habitent dans cette circonscription et Kinshasa en général, ils sont dans le chômage. Et vous comprenez, quelqu'un qui est dans le chômage, qui n'a pas du pain le matin, qui n'a pas de quoi manger, il y a un réflexe naturel, c'est l'homme veut se défendre. Et les gens se défendent souvent par certaines déviations sociales, comme nous voyons le phénomène Kuluna, le phénomène gangster, le vol, les filles qui deviennent enceintes à des âges assez précoces. Assez précoce, il y a dépravation de mœurs, les jeunes gens, les jeunes filles qui se livrent à une certaine prostitution à ciel ouvert, et sont autant des éléments que j'ai relevés qui ne sont pas particulièrement focalisés à la circonscription électorale de la Funa, à laquelle je suis candidat, mais c'est dans la ville-province de Kinshasa et en RDC en général. En dehors de ça, j'ai trouvé quelques jeunes gens qui, comme on dit toujours, entre les deux mots, il faut choisir le moins, qui se lancent à des petites activités de débrouillardisme, mais souvent qui sont abandonnés à leur triste sort. Et ajouter à cela les problèmes de l'eau, l'électricité assez criants. Je suis allé dans les quartiers le plus reculés à Selemba, où les gens n'ont pas accès à l'eau potable. Le système de santé, j'étais à Makala et d'ailleurs je suis en train de sponsoriser un centre de santé à Makala. La couverture sanitaire n'est pas assez organisée, les gens de problèmes sérieux à se faire traiter, à se faire soigner. L'accès aux médecins, aux personnes médicales, c'est assez compliqué. Un autre élément, j'ai épinglé, pas seulement à Funa, mais à Kinshasa et au Congo en général, les gens n'ont pas accès à la justice. J'ai eu à échanger avec beaucoup de jeunes filles, surtout, qui ont des problèmes, des violences sexuelles, des violences conjugales, mais qui ne peuvent pas mettre ça au grand jour parce qu'ils n'ont pas le moyen, voire un avocat, voire de personnes de justice qui pouvaient les orienter, les orienter par rapport à tous ces effets. Voilà, on peut de façon ramassée. Comme je l'ai dit, il y a les problèmes de la pauvreté, il y a le problème de manque d'orientation, d'encadrement, parce qu'il y a une forte démographie, il y a une forte popularité, surtout les jeunes qui ne sont pas orientés, qui ne sont pas encadrés, mais qui choisissent les méthodes souvent qui sont beaucoup plus, qui ne sont pas appropriées, entre autres la violence, le kuluna, la prostitution et tant d'éléments que je pense que nous pouvons prendre les dispositions par certaines propositions de loi pour mettre fin à ces fléaux qui sont assez criants. Il y a des problèmes sérieux, des problèmes sociaux vraiment sérieux dans la ville-province de Kinshasa et dans les communes en particulier. Alors, le rôle du député, parce que souvent, les gens portent confusion entre le rôle d'un élu national. Le rôle de député, c'est quoi? Parce que sinon, si je dis que non, voilà, demain, je vais créer des écoles, demain, je vais donner l'argent à gauche, demain, je vais faire ça. Ça, c'est du mensonge, tout simplement, ou bien de l'incompétence. Quelqu'un qui ne sait pas le rôle du député. Le rôle du député, maintenant, c'est quoi? C'est voter, faire des propositions de loi, voter des lois nécessaires. Et une loi, c'est quoi? Parce que la loi n'est qu'une réponse à certains faits sociaux, économiques que nous traversons, qu'on doit réguler. Je parlais tout à l'heure là des problèmes de chômage, je parlais des problèmes de déperdition sociale, problèmes de délinquance juvénile, de la criminalité, des grossesses précoces, de la prostitution des enfants à un certain âge précoce. Et tous ces faits, que ce soit sociaux, que ce soit économiques, les députés qui ont été élus vont faire des propositions de loi. Que par rapport à tel point, moi je propose que l'État doit prendre telle disposition juridique. Lorsque les députés vont faire des propositions de loi, les lois seront adoptées au niveau du Parlement. Si la loi est adoptée, maintenant la loi va être mise
dans sa praticabilité. C'est-à-dire que cette loi sera coulée en termes de programme, en termes de projet. Donc tout ce que je dis ici, que ce soit le niveau de chômage, que ce soit la déperdition sociale ou la délinquance juvénile, il faut faire maintenant de propositions de loi. Donc, je n'ai pas une réponse exacte. Que non, voilà, à Bumbu, il y a un taux élevé de chômage. Quand je viendrai, je vais donner le travail aux jeunes qui sont à Bumbu. Non, ça c'est l'incompétence ou on ne sait pas le rôle d'un député. Mais je crois qu'une fois élu député, nous allons faire des propositions de loi. Je l'ai dit d'emblée au début de cette émission. Par exemple, je ne veux pas tout dire parce que sinon les gens vont me voler la vedette. Il y a un taux élevé de chômage. Qu'est-ce que l'État peut faire? On peut faire une loi. On peut faire une proposition de loi que dès que j'arrive au Parlement, tout jeune Congolais qui atteint l'âge majeur, l'âge de 18 ans, qui atteint l'âge majeur, l'État doit lui confier un numéro sur le numéro matricule. Ça, c'est peut-être une proposition qu'on peut faire. Que dès que vous avez le numéro matricule, l'État va maintenant t'orienter à trouver un emploi ou à trouver une formation professionnelle, mais il faut que cela soit coulé sous forme de loi, sous forme de proposition. Donc, par rapport à toute cette problématique que nous avons évoquée, une fois élu député, nous allons voir d'abord quelles sont les lois qui existent, parce qu'il ne faut pas créer la roue. Souvent, les gens disent, quand je vais arriver, je vais faire les propositions de loi. Il faut d'abord faire l'autopsie. Quelles sont les lois qui ont été déjà votées? Plusieurs lois sont en souffrance dans notre pays. Les différents parlements qui se sont succédés, ils ont voté plusieurs lois, mais certaines ne sont pas mises en pratique. Certaines sont en souffrance. Nous allons voir d'abord, par rapport aux thématiques, par rapport aux questions auxquelles moi j'ai évoqué tout de suite, quelles sont les lois qui ont été déjà adoptées? Est-ce que ces lois sont mises en application? Est-ce que là où il y a des suffisances, là où il y a des incohérences, nous pouvons faire d'autres propositions de loi? Deuxième élément, le rôle du député, c'est le contrôle de l'exécutif. Donc les questions que j'ai évoquées ici, que ce soit le problème du chômage de jeunes, que ce soit la criminalité, nous allons maintenant voir le mandat qui va venir. Le gouvernement va proposer le programme du gouvernement. Nous allons adopter le programme du gouvernement et nous allons tenir le gouvernement à l'œil. Le grand problème, c'est quoi? La plupart des gens qui ont été élus députés, lorsqu'ils vont au Parlement, c'est pour aller dormir. Au-delà de prendre des lois, au-delà de voter des lois, de faire des propositions de loi, nous avons le contrôle, le rôle, la responsabilité de contrôler l'exécutif, de contrôler le gouvernement, de contrôler les ministères. Est-ce que le programme tel que vous avez présenté au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement, est-ce que ce programme est mis en applicabilité, en praticabilité? Est-ce que le programme par rapport au chômage de jeunes, est-ce que le ministre en charge du travail, ce programme est adopté, ce programme est appliqué? Quels sont les projets, quelles sont les actions que vous menez par rapport à tel? Et nous, les députés, il nous fallait, parce que nous avons ce rôle de contrôle. Mais là où le bas blesse, là où il y a incohérence et discordance, c'est que souvent les députés n'ont pas, ils s'arrogent, ils s'écartent de ce pouvoir, de laisser cette responsabilité de contrôler l'exécutif. Parce qu'on sait qu'on fait une motion, demain après une motion, bon, il y a les invisibles, on te met les pots de banane, bon, tu retires ta motion, et puis les choses vont comme ça. C'est ça les choses qui se passent dans notre pays. Mais, monsieur l'ami journaliste, je n'ai pas une réponse exacte à dire que non, voilà, je suis candidat à la circonscription électorale de la Funa, une fois député, je vais créer les écoles, je vais faire les ponts, je vais faire ceci et cela. Non. Moi, mon rôle en tant que député sera de faire des propositions de loi. Et une fois le gouvernement nous présente son programme de 5 ans, et maintenant être, comme disent les Quinois, l'usonaliste total programme, voir le programme, est-ce que ce programme est appliqué à la rigueur tel qu'il a été présenté et adopté au niveau de l'Assemblée nationale. Oh oui, nous sommes dans un processus électoral. Et comme disons dans la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. C'est le peuple qui donne ce pouvoir. Mais il ne faut pas que le peuple donne seulement le pouvoir, mais le peuple doit être capable de contrôler aussi ce pouvoir. La plupart dans la plupart des pays pauvres, c'est qu'une fois les gens sont dans les affaires, la population reste à l'avant-garde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mécanisme d'évaluation auquel la population peut être impliquée dans la gestion de la chose publique. Certainement le 20.
Nous irons aux urnes, nous allons voter, les députés, le président de la République et tout, les députés provinciaux. Mais qu'est-ce qui arrive après les élections, après la mise en place des institutions? Nous devons, en tant que députés, faire les propositions de loi sur la participation de la population dans la gestion de la République. Quand je lui dis la participation de la population, il doit y avoir le mécanisme auquel les habitants doivent évaluer. Il ne suffit pas tout simplement que vous avez voté tel député, vous avez voté et il y a les institutions qui sont mises en place parce que après les élections, nous aurons l'Assemblée nationale, nous aurons le Sénat, nous aurons le gouvernement et toutes les institutions. Mais la population qui a participé à la création, à la mise en place de ces institutions au travers des élections doit être impliquée maintenant dans l'évaluation. C'est ce que nous appelons l'évaluation démocratique. Nous devons faire des propositions de loi qui seront données au gouvernement. Comment impliquer maintenant cette population? Comment impliquer maintenant les habitants à faire l'évaluation démocratique au travers les différentes activités? Nous pouvons par exemple voir au niveau des communes, les gens peuvent se retrouver dans les assemblées populaires. Ils peuvent même inviter tel ou tel autre. Inviter les gens, inviter les gestionnaires. Que voilà par rapport à tel X, vous êtes invités, nous dire exactement où en sommes-nous. Et nous devons maintenant, au niveau de l'Assemblée nationale, faire des propositions de loi pour que la population ne soit pas seulement élément pour élire, mais la population doit aussi participer dans le contrôle par le mécanisme approprié. On ne dit pas que non, voilà, la population va aller au Parlement ou va aller au gouvernement pour aller contrôler. Mais au niveau local, au niveau communautaire, au niveau de la base, la population doit être impliquée dans la gouvernance. La population doit être impliquée dans la gestion, dans l'évaluation. Je donne un exemple. Je suis en train de voir ici, dans la ville-province de Kinshasa, les travaux de route, souvent qui sont abandonnés. On commence les travaux sont inachevés, on creuse, on laisse comme ça. Et vous allez voir, le chef de la population, c'est quand la population, ce n'est pas les problèmes. Or, la population qui a fait que nous puissions avoir les institutions doit aussi interpeller de leur façon, que ce soit au niveau communal. Il ne faut pas seulement interpeller le chef de l'État. La population doit par exemple inviter le bourgmestre. Voilà, nous avons dans notre commune, il y a telle avenue, telle route qu'on a commencé il y a 6 mois, qui sont laissés inachevés. Les enfants qui vont à l'école, ils ne peuvent même pas traverser parce que les routes sont inachevées. Les véhicules, les motos ne peuvent pas passer parce que c'est inachevé. On appelle le bourgmestre, on peut même interpeller le ministère des Transports. On peut même à la rigueur faire des pétitions, faire des moments au président de la République. C'est une manière de faire participer activement la population dans la gouvernance, dans l'évaluation, c'est ce que nous appelons l'évaluation participative. Donc, moi je voulais dire que c'est une approche souvent dans le pays pauvre où vous avez les dirigeants, vous avez les gestionnaires, mais qui ne sont pas contrôlés. Chacun doit rendre compte. On a un mandat, on a une position que le peuple a donnée. Mais ce peuple-là a le plein droit de venir te demander, monsieur le ministre, monsieur le député, pourquoi dans notre commune il y a ça? Pourquoi dans notre circonscription? On n'a pas dit que non, on dit, beaucoup bien parce que moi je suis un député on l'invite. Non. Nous devons impliquer la population. Parce qu'aujourd'hui, le 20, nous irons auprès de la population. Nous allons demander à la population de nous donner le mandat. Et c'est de la même façon que cette population qui nous a donné le mandat, ils ont aussi le droit. Ils ont aussi l'obligation de nous demander où en sommes-nous. Pourquoi tel secteur ne marche pas. Ils ont. Mais dans la plupart des cas, la population n'est pas assez motivée parce qu'il n'y a pas de loi. Parce qu'il n'y a pas de loi qui dit que non, voilà, si à chaque instant, à chaque 3 mois, à chaque 4 mois, la population de tel district, la population de telle commune doit organiser les forums, doit organiser les assemblées, hein, pour faire l'évaluation de la situation de leur commune, de leur circonscription, de leurs avenues, pour voir est-ce que les gens à qui nous avons donné la responsabilité, les gens à qui nous avons donné le mandat, est-ce qu'ils sont dans la ligne à laquelle nous avons demandé? Donc tout cela, ça dépendra
de les lois que nous allons faire, les propositions de loi que nous allons faire au niveau du Parlement, et aussi, comme je le dis, contrôler les services. Nous avons par exemple les services de développement communautaire qui existent, mais nous devons voir est-ce que le ministère, par exemple, en charge, le ministère de l'Intérieur, il y aura des motions auprès des ministres qui devraient venir s'expliquer pourquoi tel domaine, pourquoi la population n'est pas aussi impliquée dans la gouvernance, qu'est-ce qu'il faut faire pour impliquer la population, qui nous ont donné le mandat, qui nous ont donné le pouvoir dans la gouvernance, dans l'évaluation, dans le suivi des programmes et projets du gouvernement. Oui, je voudrais tout simplement, comme je l'ai dit au début de l'émission, inviter les électeurs de Funa, que moi je suis le candidat du MLC et je suis venu comme candidat par la volonté du président national Jean-Pierre Bemba, le MLC et l'APA. Et nous voulons que, comme vous savez, le président national Jean-Pierre Bemba a toujours combattu et continue à combattre pour le développement de ces pays. Je demande aux électeurs de Funa de donner plus confiance aux candidats du MLC. Et moi personnellement, 491. Pour que le MLC puisse avoir une majorité écrasante au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement, pour que le prochain gouvernement soit le gouvernement de Fachi, mais dirigé par le MLC. Voilà le message que je voudrais donner, parce que nous nous plaignons beaucoup. Tel secteur, tel secteur. Mais nous, le MLC, par rapport au projet de société du MLC, qui rejoint la volonté du président de la République, Fachi, et il y a une certaine concordance, il y a un point d'intersection entre le projet de société du MLC et la vision du chef de l'État, Fachi Béton. Nous appelons maintenant à tous les membres, les électeurs d'ici de Funa, de voter pour le MLC et particulièrement Richard Taka numéro 491. Richard Taka numéro 491, parce que lorsque nous aurons un grand nombre de députés du MLC, vous donnerez la chance à mon parti, le MLC, au président national Jean-Pierre Bemba, qui longtemps a combattu pour le développement de ce pays, de former par la bénédiction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, un gouvernement solide qui va combattre toutes les antivaleurs, qui va promouvoir le développement, comme nous avons dans le MLC, mouvement de libération du Congo, qui va libérer la population congolaise contre le chômage, contre la pauvreté, la misère et tous les éléments. Voilà mon dernier mot. J'appelle les électeurs de Funa, Banangiringiri, Kassavubu, Bandal, Selembao, Bumbu, Makala, un seul numéro, 491. 491, avec Dieu, nous vaincrons.